On parlait de ce doute qui grandit sur les intentions des militaires à 6 mois des échéances électorales au Mali. Nous allons donner la parole à Firmin Teko Agbo. Firmin, votre avis sur ces doutes grandissants? On ne cessera de lui dire, le président Assimi Goïta ne veut pas quitter le pouvoir. En tout cas, il n'a pas encore l'intention de quitter le pouvoir. Moi, je me dis simplement, on aurait cette intention lisible s'il avait déjà convoqué une grande conférence de presse pour dire nous sommes là, c'est parce qu'il y avait des erreurs qui avaient été commises et voilà ce que nous nous proposons. Parce qu'on a vu ça au Burkina Faso, au lendemain du départ de Blaise Compaoré, il y avait c'était Zida qui avait pris le pouvoir et puis on lui a dit monsieur, quittez le pouvoir. Donc il a laissé sa place à Michel Kafando. Michel Kafando est venu, et il était venu en octobre, début novembre. Il était arrivé début novembre déjà et en janvier, on a tenu une grande conférence sur la transition, comment les partenaires internationaux financiers allaient financer la transition. La transition. Moi, j'étais là-bas, j'ai participé où j'ai couvert des rencontres à l'époque et on a vu ce qui s'était dit. On a vu assez de rencontres qui se sont déroulées durant la transition. Et mais ça, c'était en mars ou en février-mars, on avait proposé à dissoudre le RSP. Il y avait Balai Citoyen qui continuait ses manifestations. Cette dissolution qui a créé également qui a créé des problèmes. La conséquence, nous l'avons. Il y avait des Balai Citoyen qui multipliaient ces manifestations pour demander la démission de certains des ministres corrompus, à qui on reprochait un certain nombre de casseroles. Vous voyez, on a vu un certain nombre de choses. Et on s'est dit, mais ceux-là, ils veulent aller... C'est ce qu'on ne voit pas au Mali. Donc, non, on s'est dit, ceux-là, ils allaient quelque part. Et en octobre, on a tenu les élections et puis ça s'est bien passé. Ici, on ne voit pratiquement rien. Et puis on le laisse comme ça. Assimi Goïta, il est là, bon, il s'en fout. Il sait que la CEDEAO ne peut lui faire quoi que ce soit, ne peut rien lui faire parce que le Mali a une dizaine de frontières. Il sait que les autres pays de la CEDEAO dépendent fortement du Mali. Donc, lui couper les vivres, ça va être difficile. Donc, il sait que lui aussi, à ce niveau, et il a des choses à son avantage. Ce n'est pas comme la Côte d'Ivoire en 2010-2011, mais ici, il sait que les sanctions économiques vont être difficiles à être prises. C'est pour cela qu'il est en train de narguer les gens. Il se dit, on ne fera rien. Vous savez, ce qui est en train de se passer là, c'est la conséquence des erreurs monumentales de IBK. Et de la CEDEAO. Quelles sont ces erreurs? La corruption. Au niveau du BK, oui. La mauvaise je ne voudrais pas parler de la mauvaise gouvernance et du népotisme. Lorsque les manifestations ont commencé, il avait manqué de tact et de stratégie pour arrêter les manifestations. Ouais. Il ne s'est pas comporté comme un homme d'État. Moi, j'aurais appris que les chefs d'État de la région lui ont dit, monsieur, contrôlez le pays, contrôlez les manifestations, sinon vous allez perdre le pouvoir. Il s'est dit, non, la démocratie, tout ça. Et maintenant, la démocratie l'a chassé du pouvoir. Et aujourd'hui, le pays et la CEDEAO en font les frais. Ce n'est pas une bonne chose. La deuxième chose, c'est la CEDEAO, c'est l'erreur de la CEDEAO qui a manqué de pragmatisme vis-à-vis des autorités maliennes. La CEDEAO devrait être ferme et demander à ce que Assimi Goïta quitte le pouvoir et laisse le pouvoir à un civil, où les militaires prendraient peut-être la vice-présidence, comme cela a été le cas de par le passé. Donc la CEDEAO est taciturne vis-à-vis de cette situation et le gars, comme le coach aime l'appeler, le gars, il se comporte comme il veut et il emmerde tout le monde. Et c'est là où je rejoins, même si je reproche un certain nombre de choses à la France par rapport à certains domaines ou à ces actions. Et Emmanuel Macron avait dit, mais le gars... La France a sévi à ce niveau. La France a dit. Mais lorsque le premier putsch a été perpétré, vous avez réagi. Maintenant, lorsque le second putsch se perpètre, maintenant, vous restez indifférent vis-à-vis de cette situation. En tout cas, vous verrez la suite. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Mais c'est pourquoi chaque fois je suis ferme là-dessus, parce que ça crée des précédents dangereux pour l'avenir de la région. Les gens m'ont dit, oui, ça s'est passé au Mali, vous n'avez rien fait, et voilà. Et maintenant, qu'est-ce que nous allons enseigner aux étudiants de droit? Qu'est-ce qu'on va enseigner aux jeunes qui arrivent? La démocratie, c'est quoi? Est-ce que le putsch est légalisé? Le putsch, on peut le légaliser, on peut commettre un putsch, et maintenant rester au pouvoir, légaliser, et puis dire, on va organiser les élections. Moi, je pense que ceux-là qui sont au pouvoir, peut-être ils vont être beaucoup, les plus corrompus, ceux-là qui ont fait le pouvoir avant eux. Oui, mais quelque part, juste pour ajouter un petit mot, vous savez aussi la solidarité de la CEDEAO ne s'est pas beaucoup fait exprimer dans ce dossier-là, pour la simple et bonne raison, lorsque vous prenez par le Sénégal, qui devait aussi accompagner cette prise de décision en son temps, ne l'a pas fait, puisque la plus grande partie des recettes
du Sénégal sont puisés au niveau de la CEDEAO. Vous savez que au niveau du Mali, le Mali c'est un pays enclavé, qui n'a pas de port, et la plupart des ressources karma, le port du Sénégal, de Dakar, ravitaille pratiquement le Mali. Et vous en souvenez qu'il y a même un chemin de fer qui relie pratiquement les deux capitales. Voilà. Et ça, par exemple, lorsqu'il était donc question de prendre la décision, le Sénégal n'avait pas tout de suite donné son onction, pour la simple bonne raison que nous sommes dans une situation de crise économique, de crise liée donc à cette crise sanitaire-là. Donc, a dit quand même qu'on pouvait trouver d'autres palliatifs pour accompagner pratiquement donc ce coup d'État-là, que de pouvoir prendre des sanctions économiques pour lesquelles lui, il serait donc asphyxié, compte tenu du fait que lorsque nous prenons les deux proportions en termes de population, le Sénégal a beaucoup pas gagné au niveau du Mali et n'était pas prêt à pouvoir accompagner cette prise de décision-là. Donc, en témoigne le fait que la CEDEAO s'est retrouvée pratiquement dans une option assez de faiblesse et n'a pas pu réellement faire exprimer donc cette question de... Coach, avec vous, on va sortir de ce sujet en fait, sur je le pense Mali. Que souvent, en Afrique, on confond le nationalisme avec le patriotisme et la solidarité. Si le Sénégal fait partie de la CEDEAO, normalement, c'est des principes, des sanctions communautaires. Ce n'est pas un pays de la CEDEAO qui s'est levé pour punir le Mali. C'est dans l'économie ou bien la santé économique communautaire qu'on dit le Sénégal devait partir le faire en même temps. Même quand on dit que les autres pays, les pays maghrébins, là, eux aussi font partie de l'Union africaine. Et sur le dossier malien, il y a l'Union africaine, la CEDEAO là-dessus. Au nom de l'Union africaine aussi, ils pouvaient le faire. Vous voyez, ils crient tout ça en même temps qu'unité de l'Afrique n'a pas de problème. Au même moment, ils ne sont pas solidaires. Solidarité veut dire que s'il y a un problème, on peut tous entendre pour le régler. Ouais. Mais s'il s'agit de ça, chacun prend son pays comme économique. C'est anormal. Et que c'est ce que j'entends chaque fois. Que l'Afrique a uni. J'ai dit la dernière fois, l'Afrique a uni et les Sud-Africains tuent les autres Noirs. On tue également les étrangers au Nigeria, au Gabon. Ben, on est tellement... Est-ce que c'est le blanc aussi qui nous a fait ça? Donc, les gens n'ont qu'à venir sur la table de solidarité réellement. Quand un pays a un problème dans l'Afrique, on fait pour le régler et on s'assoit tout. Parce que c'est comme tout un corps. Le corps, quand vous êtes dans la communauté, c'est comme le corps humain. Quand la tête est malade, tout le corps humain se sent mal. Ouais. Même si c'est le doigt. Donc, si vous laissez une partie gangrénée, tôt ou tard, vous allez la voir. Ce n'est pas parce que le Togo est un peu éloigné du Mali que le problème du Mali ne concerne pas le Togo. Si les Maliens vont commencer par quitter à cause de réfugiés, ils vont venir ici. Il y a certains qui vont venir ici. Beaucoup sont ici même. On n'a qu'à mettre en place la solidarité au lieu de l'Union africaine. Je pense qu'on devrait même parler de solidarité africaine, non. Parce que l'Union, là, tu ne sais même pas ce qu'on fait dans l'Union, là. Donc, on n'a qu'à plutôt solidariser tout. Et que le Sénégal aussi ait l'impératif ou l'injonction de venir faire la même chose, de pratiquer la même chose que non seulement la CEDEAO, l'Union africaine. Et pourquoi ne pas dire la communauté internationale? Si les Blancs nous trichent, on sait. Mais ici, dans ce dossier, je ne suis pas trop friand du fait que les gens pensent que la France cherche à faire quoi. Non. Imaginez ce qui s'est passé, comment on appelle le pays là, Afghanistan, non? Oui, Afghanistan. Imagine que le centre Burkina, Niger, que les gens vident là. Est-ce que la même malienne ou la même burkinabé ou la même nigérienne là, ils peuvent subvenir pour régler ce problème? Moi, je pense que c'est un aperçu qu'on donne. Hein. On fait partie les gens. Régler le problème. Est-ce qu'ils peuvent le faire? Donc, c'est dans cela je dis qu'on n'a qu'à taper sur la table pour une bonne fois pour Dieu. Filmer l'avait dit, la jurisprudence va être grave. Si demain le Bénin aussi se laisse faire la même chose, vous allez dire que le Bénin est un état voyou, au même moment qu'on a laissé. C'est pourquoi je dis, c'est la suite de Ouattara qui allait au Mali et qui va peut-être aller un jour dans un autre état. Donc réglons les choses une bonne fois pour toutes. Même si c'est en droit, on préfère que les choses se pérennisent pour générer encore de la jurisprudence. Mais réglons-les. Allez, de Bamako va directement à N'Djamena. Les opposants au conseil militaire de transition ont décidé de faire front commun dans une nouvelle organisation. Déclaration des organisations tchadiennes pour une transition inclusive. Le groupe de réflexion et d'action du 1er juin et la coalition Wakitama se sont engagés ensemble ce mardi 31 août 2021 contre la version actuelle du projet de dialogue national inclusif qu'ils estiment non représentatif de la société tchadienne. Adam, ce dialogue, il y a un début de problème. De toutes les façons, il ne peut pas en être autrement pour la simple et bonne raison que vous aurez dû constater que déjà la transition avait déjà pris un coup, compte tenu de cette divergence d'opinion liée à cette question d'abord du comité militaire de transition qu'on n'avait pas fini de régler et qui, entre-temps,
on a trouvé un peu de palliatif pour le régler, et ce palliatif-là n'a pas pris en compte toutes les tendances, tous les bords politiques de ce pays-là. Il va de soi qu'on en arrive là. Mais maintenant, je pense que l'opposition, ou carrément, oui, l'opposition au Conseil militaire de transition est en train de montrer un visage assez reluisant, et que, à mon avis, qui risque véritablement de courber les chines au comité militaire de transition, pour la simple et bonne raison que vous avez vu en un temps, à un moment donné, il y avait une division. Cette division-là liée au fait qu'on a vu des facettes qui sont réglées, et ces facettes-là sont regroupées en une très grande union. Et cette union, ils sont unanimes là-dessus, même ceux qui sont même dans le comité militaire de transition, puisqu'il y en a eu, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais il y en a eu, puisqu'après tout, c'était donc les militaires qui ont dû prendre le pouvoir avec la dissolution de toutes les institutions, etc. Mais au même moment, pour ne pas laisser le pays dire que voilà, ce sont les militaires qui font la loi, on a trouvé des palliatifs pour les rallier dans la gouvernance du pays. Même s'ils ne sont pas au sommet, il y a eu quand même certains qui gouvernent un pan quand même du pays. Donc c'est pour dire que quelque part, eux aussi, ceux-là, et même l'opposition, estiment que la tendance actuelle que prend donc le format de ce dialogue-là n'est pas opportun, puisque lorsqu'on veut organiser un dialogue inclusif, comme c'est le cas au niveau du Tchad, qui n'a jamais connu, il faut aussi le rappeler, comme chez nous ici, une conférence souveraine, je pense que c'est le moment, puisque lorsque vous prenez un peu les deux tendances, on a vu que ce sont des coups de force, des passages en force, des coups d'État qu'on a connus jusqu'au jour d'aujourd'hui, où Idriss Déby, en renversant Hissène Habré, n'a pas su quand même entretenir ou quand même faire conserver donc les actifs et les passifs d'Hissène Habré. On prend le pouvoir, on fait des passages en force, et carrément on est devenu une position contre une branche donnée. Et ça ne permet pas véritablement de faire ressurgir ce nationalisme qu'on veut pour nos pays. Et je pense qu'une fois de bon, le Tchad peut quand même faire exception en faisant quand même de ce dialogue-là un dialogue véritablement inclusif, et faire en sorte que, c'est pourquoi je salue quelque part au passage Mahamad Idriss Déby, qui donne des signaux assez encourageants. Il a donné certains signaux. Oui, des signaux assez encourageants, en disant que ce soit bien. Ceux qui ont pris les armes, et ceux qui n'ont pas pris les armes, mais qui font partie d'une certaine opposition, se retrouvent sur cette table-là. Mais également, il avait des difficultés à prendre une décision d'amnistier ceux qui ont pris les armes, puisque ça aussi, c'était une réclamation de ceux qui ont pris les armes. S'ils n'ont pas cette assurance-là, c'était une condition. Voilà, ne peut pas être à la table de discussion. Mais également, lui aussi, il a quand même une difficulté compte tenu du fait qu'on dit, voilà, ce sont ces rebelles-là qui ont tué ton père. Mais il n'y a pas quelques mois, et que vous les amnistiez quelque part, on ne peut pas directement vous dissocier de ce coup de force-là, si on le permet quand même qu'on puisse l'appeler ainsi. Donc, il est dans un dilemme, mais carrément, il faudrait qu'il rassure ces gens-là, puisque ce dialogue-là ne peut pas être organisé quand on sait qu'il y a des gens qui ont une méfiance, qui ont quand même des doutes à pouvoir donc rallier cette table-là, en témoignant le fait que ce comité, ou carrément ce regroupement de partis politiques-là, doivent fortement s'exprimer. Je pense que ça risque de faire tourner la veste à Mahamad Idriss Déby, qui prendra quand même la bonne option en faisant en sorte à pouvoir faire en sorte que l'option choisie par cette opposition soit arrimée avec l'option choisie par le comité militaire de transition, et c'est le pays qui gagne. Firmin Tekou Agbo, on n'est pas surpris par Ouakitama, parce que dès le début, on a vu ce groupe manifester en N'Djamena et partout. Et dans Ouakitama, on a également les transformateurs de Succès Masra. Le groupe de réflexion qui a pu finalement Ouakitama, ça risque d'être une équation un peu plus difficile pour la junte militaire au pouvoir. Vous savez, Adam dit quelque chose d'important il y a un instant. Le Tchad n'a pas eu à organiser assez de dialogue. Le Tchad n'est pas expérimenté en la matière. L'un des plus expérimentés en matière d'organisation de dialogue, c'est le Togo. On a au moins une vingtaine de dialogues à notre actif. Ça, c'est déjà... Pardon 27, je crois. Voilà, vous imaginez au moins une trentaine. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il faut déjà saluer. Nous avons une expérience en la matière. Nous avons une expérience en matière d'organisation de la transition, parce que ça s'est passé au début des années 90. Et après, moi, je me rappelle aussi, quand j'étais allé au Burkina Faso en 2015, j'ai eu à rencontrer le ministre Doucet, l'actuel ministre de la diplomatie togolaise. Je l'ai rencontré, je lui ai demandé ce qu'il passait chercher dans le cadre de cette conférence dont je viens de parler. Et il disait que non, il était venu pour partager un peu avec
les Burkinabés, l'espérance du Togo, parce que nous avons eu à connaître la transition. Mais je pense qu'en réalité, les Tchadiens doivent apprendre ce que nous avons connu, parce que chaque fois, le ministre du CE est avec eux, il les inspire, il leur donne d'utiles conseils. S'ils peuvent suivre vraiment le jeune, surtout le jeune Déby, s'il peut suivre vraiment ce que le ministre du CE lui dit, ou s'il peut apprendre de l'espérance du Togo, je pense que ce sera une très bonne chose pour le Tchad. Encore que, bon, l'opposition ne va pas trop être d'accord du moment où c'est une jeune militaire qui est au pouvoir. L'opposition n'a toujours pas n'arrive toujours pas à consommer l'organisation de la succession du père au fils. Ça va être toujours difficile. Mais au nom de l'intérêt national, les opposants doivent savoir que pour la paix dans ce pays qui a eu à connaître des actes de violence, ce pays qui a toujours eu à combattre et a eu à faire face à des rebelles, pour la paix ou au nom de l'intérêt national, ils doivent s'asseoir pour dialoguer. Et aussi dialoguer pour trouver une solution à comment résoudre la crise tchadienne, à comment sécuritaire, la crise de tous azimuts, la crise sécuritaire, et puis comment réorganiser institutionnellement le pays, parce que comment doter le pays d'une nouvelle république, d'une nouvelle constitution, et aussi comment construire un plan national de développement pour le pays, comme nous avons déjà. Vous imaginez quand les gens me disent, on a l'habitude de me dire, mais sans que Adam et moi on l'avait répété ici l'autre fois, que quand vous allez à N'Djamena, c'est la capitale, non? N'Djamena, la capitale. Voilà, quand vous allez à N'Djamena, mais c'est-à-dire, vous ne pouvez pas le comparer à Lomé, quoi. C'est-à-dire, il n'y a pas photo. C'est-à-dire, Lomé est très loin, très avancé. Ça veut dire, pendant longtemps, le père s'est occupé, ou a eu à s'occuper que des questions militaires. C'est-à-dire, tout l'investissement qu'il a eu à faire. Au même moment, les gens disent qu'Abidjan est très loin de Lomé. Oui, on n'a pas eu le même investissement. C'est aussi comme le Tchad également. On n'a pas eu les mêmes réalités. Comme le Tchad également. On a eu 15 ans de rupture de la coopération. Le Tchad est plus grand que le Togo. Non, même ça plus grand, je pense que les potentialités que la Côte d'Ivoire a ne sont pas comparées quand même. Ne sont pas comparées. Et puis, nous, on fait des efforts. Le premier dans le mois. La Côte d'Ivoire serait à notre niveau qui n'arriverait pas. Donc, qui n'arriverait pas. Parce que ce que nous avons à connaître, vous savez, le Togo est un pays fort, et mystérieux, qu'il faudrait chercher à comprendre et à connaître. On va marquer la pause, si vous le voulez, la légère pause. On revient ensuite.